Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce quatrième épisode de Langage C. On va aborder ensemble les variables, ce que je vous avais dit précédemment, et on va voir comment on va pouvoir travailler avec des données. Maintenant que vous avez vu un petit peu les différents types de données qui existent en langage C, sachant qu'il y en a beaucoup, je ne vous ai pas tout énuméré, mais on va pouvoir voir au niveau du code comment cela va se mettre en place. On va revenir sur un script ici au départ, je vais mettre quelques commentaires par rapport à ce que je vais vous dire au fur et à mesure. Et une variable, très simplement, si on veut définir ça de la manière la plus simple, ça va être un espace en mémoire où vous allez pouvoir stocker des données qui seront donc utilisables, manipulables durant l'exécution de votre programme. Si nous n'avions pas de ce concept-là, ce principe de variable, on ne pourrait utiliser que des données brutes, comme par exemple ce texte que j'ai marqué ici, et à aucun moment on pourrait mémoriser ça par exemple dans quelque chose, et ensuite pouvoir le réutiliser pour de l'affichage, pour des traitements, des calculs, ou même le modifier ou le transmettre par exemple à certaines fonctions pour effectuer un certain nombre d'opérations. Donc pour cela, on va utiliser vraiment ce concept qui est un concept en programmation. Donc si c'est votre premier langage de programmation, vous allez le découvrir ici avec le langage C. Sinon, c'est purement de la révision, mais ici appliqué dans ce langage-là. Et nos variables vont avoir, en tout cas en langage C, deux particularités. Donc une première, ça on le retrouve un petit peu partout, c'est un nom. Donc le nom de la variable, c'est ce qu'on appelle son identifiant, son identificateur, d'accord? Tout simplement. Ce qui évite notamment de manipuler des noms via des adresses. On utilise des noms humainement lisibles, donc c'est quand même plus pratique. Et au niveau du langage C, puisque le langage a un typage, un système de typage qui est explicite, on va aborder ça, va avoir un type, d'accord? Possède un type. Ce qui va permettre de savoir ensuite de quel type d'information on va vouloir mémoriser. Donc, je rappelle qu'il y a plusieurs types différents, on en a même vu d'autres, mais ça ce sont, on va dire, les types principaux, même si j'ai rajouté d'ailleurs des nouveaux types avec les derniers standards, pour manipuler en fonction certains caractères, des chaînes de caractères, comme on le verra aussi dans une vidéo dédiée, certains nombres entiers ou des nombres à virgule flottante, pareil, selon la longueur possible de ces derniers. Donc on a comme ça vraiment plusieurs possibilités pour manipuler tout ça. Le langage C, d'accord, parce que comme beaucoup d'autres langages, ils ont chacun un système de typage, la manière de typer un petit peu les données. On va donner trois caractéristiques de ce langage que je vais bien sûr vous expliquer. On parle déjà d'un typage qui est dit statique, c'est-à-dire qu'on va indiquer précisément le type des données. D'accord, on n'est pas sur un typage dynamique, par exemple comme en Python, où les types vont être en tout cas déduits automatiquement, par exemple à l'exécution, et c'est en fonction de l'exécution, donc ce qui se passe à l'exécution que les types seront déduits. Ici, c'est à la compilation que les évaluations, les vérifications, les analyses seront faites. Et bien sûr, cela entraînera des erreurs si jamais vous avez des types qui sont incompatibles, ou par exemple, dans un type qui est prévu normalement pour un nombre, vous essayez de stocker par exemple un texte, une chaîne de caractères comme on le verra plus tard. Donc ce genre de choses. Donc on parle de typage statique, donc on peut dire même un typage explicite, c'est-à-dire qu'on indique précisément le type des données, dans des variables qu'on va avoir, pour indiquer ce qu'elle va contenir comme type d'information. On parle également, en concernant le typage du langage C, qu'il a un typage dit faible. Je vais revenir là-dessus, parce qu'on verra des petits exemples. Ça veut dire qu'il peut y avoir, et c'est même d'ailleurs très souvent ça, des conversions implicites. Alors on verra qu'il y a possibilité d'en limiter, en tout cas de pas mal limiter ce genre d'opérations faites éventuellement, mais il peut y avoir des conversions implicites, et on verra par la suite ce que ça peut donner en tout cas avec du code. Et on parle aussi d'un typage qui est dit peu strict, dans la mesure où par exemple il est possible d'effectuer des opérations, on le verra aussi plus tard, tout ce qui est opérateur, etc., avec des opérandes de types différents. Chose qui n'est pas forcément possible dans un langage plus strict. Un langage plus strict pourrait très bien par exemple vous dire, pour faire une addition de deux nombres entiers, il faut que ce soit par exemple l'addition de deux opérandes de ce type-là, précisément. Si vous mettez ce type-là et par exemple ce type-là, certains langages vont totalement vous le refuser, à considérer que non, voilà, il veut un typage strict, c'est tu ne fais pas la somme de torchons avec des serviettes ou ce genre de choses, de voitures et quoi que ce soit, même si ici ce sont des valeurs numériques, donc on pourrait se dire, bon, c'est juste qu'il y a des valeurs qui peuvent être plus grandes que d'autres, donc ça ne devrait pas en empêcher, mais certains langages justement n'autorisent pas. Ici au niveau du C, sans être non plus un langage qui laisse absolument tout passer, il est peu strict à ce niveau, puisque par exemple vous verrez qu'il vous permettrait très bien de faire la somme d'un nombre entier stocké dans ce type-là, qui est donc forcément une certaine limite, comme on l'a abordé rapidement, parce que vous voyez que selon comment il est codé, on ne peut pas non plus avoir des nombres extrêmement grands, et avec par exemple une valeur qui elle peut accepter, enfin un type pardon, qui peut accepter des valeurs beaucoup plus grandes. Parce qu'après tout on reste sur des valeurs numériques, bon, on pourrait très bien faire une somme de tout ça. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir concernant le système de typage. Je vous avais dit que je détaillerais ça plus tard, donc c'est le cas maintenant. Ça, vous savez un petit peu ce qu'il en est concernant ce langage.
Passons au niveau du code maintenant avec les petites choses qu'on va voir sur cet épisode. Premier point, on va regarder comment créer, d'accord, une variable au niveau de nos programmes, et on parle ici de déclaration. Voilà, en programmation, on dit qu'on déclare une variable, donc on fait savoir ici au niveau du programme, donc nous par la suite le compilateur, qui va exister, eh bien quelque chose qui va porter un certain nom, d'accord, qui va être d'un certain type en langage C, et auquel éventuellement on pourra bien sûr affecter, donc on va voir aussi une certaine valeur et manipuler tout ça bien sûr durant l'exécution comme je vous l'ai dit au début. Pour la déclaration de variable, ça va être très simple. Au niveau du type, vous choisissez le type en fonction de ce que vous voulez mémoriser, donc ça ce sera à voir. On a énuméré quelques types dans l'épisode précédent. Bien évidemment, au fur et à mesure de ce que vous allez voir dans ce cours, et après le fait de vous exercer, de faire des exercices, des petits projets, des petits programmes, ça va venir tout seul. Voilà. Au départ, surtout si c'est votre premier langage de programmation, vous n'aurez pas forcément l'habitude de vous dire quel type je dois choisir. Voilà, ça va être beaucoup d'hésitation là-dessus. Sachant que je vous ai dit précédemment que sur vos machines actuelles, vous n'avez pas trop à vous soucier de ça vu la quantité de mémoire vive que vous avez. Mais forcément, devant la quantité de types qui existent, quand on est débutant, première chose qu'on va demander, c'est je veux stocker un nombre entier, ok, je choisis lequel. Voilà. Donc on ne saura pas trop, de peur de ne pas prendre quelque chose qui accepte un nombre suffisamment grand, on va préférer prendre plutôt des valeurs plus grandes. Bref, on va peut-être un peu hésiter par rapport à ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est des choses qui vont s'acquérir au fur et à mesure quand vous allez vous exercer et continuer d'apprendre un petit peu au fur et à mesure des différents épisodes. Donc je choisis un type, moi par exemple je veux stocker un entier, donc je vais choisir alors pas ça, mais je vais choisir le type int, voilà, le classique, qu'on connaît très bien, donc je vais stocker ça, et je vais choisir, enfin je vais noter ça, et je vais choisir un nom, d'accord, donc si possible explicite par rapport à la donnée que je vais vouloir stocker. Donc par exemple, si je veux stocker l'âge d'un utilisateur, eh bien je vais faire ceci. Voilà. Au niveau des conventions de nommage, donc c'est ce que je voulais montrer, éviter comme pour les noms de fichiers des mots qui seraient réservés. J'ai d'ailleurs mis à jour un tableau par rapport à des épisodes d'avant avec des nouveaux changements. Donc évitez d'appeler votre variable d'un de ces mots-là, voire certains autres qui ne sont pas forcément là, qui pourraient entrer en conflit avec des noms de bibliothèque ou autres, comme pour les fichiers, comme ce qu'on verra pour les fonctions, bien évidemment, puisque ce sont des mots qui sont utilisés par la syntaxe du langage. Au niveau du nommage, pareil, ça ne doit pas commencer par un chiffre, mais après ça peut être composé de caractères alphabétiques, de chiffres sans problème, et éventuellement de tirer du bas. Donc, par exemple, si vous voulez séparer les mots, on peut très bien faire ça comme ça. Au niveau de la manière de nommer, vous voyez que j'ai mis ici une petite majuscule. Si vous, évidemment, vous ne connaissez pas que c'est votre premier langage, on a différentes syntaxes, différentes casses, manière de formater un petit peu voilà, au niveau des nommages en programmation. Donc, je vous les fais rapidement, mais on va retrouver par exemple camel case. Alors, ça peut porter des fois d'autres noms, il n'y a pas qu'un seul nom, mais vous voyez, c'est dans cette forme-là. C'est par exemple un nom de variable, c'est-à-dire vous mettez le premier mot en minuscule, et ensuite chaque nouveau mot commence par une majuscule. Ensuite, on va retrouver ce qui est issu du langage Pascal, le Pascal case. Donc ici, ça va être que des majuscules, voilà, directement à chaque mot. Un nom de variable. Donc par exemple, ça C# utilise, le langage C# utilise cette notation-là. Java, C, C++ utilise plutôt cette notation-là. Et Python, par exemple, utilise le snake case. Donc snake case, alors je vais le noter de toute façon, oui. Je mets tout pour un nom comme ça. Snake case, en fait, c'est ça, tout simplement, avec des tirés du bas, un nom de variable. Ce sont des conventions. Aucune obligation d'écrire forcément vos variables comme ça en C. C'est juste généralement comme ça que c'est fait. C'est une convention, mais ce n'est pas une obligation. Votre programme ne va pas planter, le compilateur ne va pas indiquer d'erreur si vous écrivez ça autrement. Tant que ça ne commence pas par un chiffre, d'accord, que ça commence forcément par une lettre, qu'il n'y a que des caractères alphabétiques, des chiffres, vous ne mettez pas d'espace, pas de caractères spéciaux, pas d'accent, et que vous éventuellement vous mettez des tirés du bas si vous voulez séparer les mots, voilà, le nommage sera correct. De toute façon, si ce n'est pas le cas, le compilateur vous le fera savoir. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc moi je suis la convention, tout simplement, c'est pas une obligation, mais je vais le faire tel quel. Et ensuite on va utiliser un des nombreux opérateurs du langage, qui est ici le égal, qui va servir d'opérateur d'affectation. Donc il va falloir lire en fait les choses à l'envers. De vous dire par exemple, cette valeur-là, je vais noter, alors peut-être pas j'allais mettre 115, mais 115 ans, ça fait quand même, un bel âge. 454, oui bien sûr, comme ceci. Donc toujours pareil, fin d'instruction avec un point virgule. Et cela veut dire simplement, affecte la valeur 45 à la variable userAge. Ok. Donc c'est comme si en fait vous le faisiez comme ça. D'accord, ça se met dans le sens, il faut lire à l'envers. Et c'est ce qu'on appelle une affectation, mais même d'ailleurs plus exactement, une déclaration de variable avec initialisation. Ce qui n'est pas obligatoire, on pourrait très bien juste déclarer la variable, mais c'est évidemment déconseillé, puisque si vous faites ça, en fait, il y a une valeur aléatoire qui est affectée. Et on évite au maximum ce genre de choses, forcément on n'a pas de contrôle sur ce qu'il y a. Donc vous prendrez l'habitude, si possible, le plus tôt possible, dès le début, dès que vous déclarez une variable, de l'initialiser, même si vous ne savez pas encore ce qu'il y a pour le moment.
Sachant que c'est un entier, vous initialisez à 0, et comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas une valeur quelconque, aléatoire qui est mise, il y a une valeur de départ, même si par la suite ça vient à changer au cours de l'exécution. Et c'est un petit peu de toute façon quand même le principe des variables. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc déclaration de variable, c'est ça. Déclaration avec initialisation, c'est par exemple cela. Voilà. Où on affecte directement une valeur au moment où on déclare ceci. Une fois qu'une variable est déclarée, ça y est, elle existe au niveau de l'exécution de votre programme. Vous allez pouvoir l'utiliser directement. Alors, on va voir un petit peu comment que ça s'utilise au niveau des modifications, etc. par la suite. Mais là, au niveau de la déclaration que nous venons de faire, on l'a fait dans la fonction main, on reviendra sur les fonctions plus tard, et on parle aussi d'une portée locale. Quand on parle de portée locale, on veut dire en fait que la variable est accessible au niveau de l'endroit où elle a été déclarée, donc ici la fonction. Une fois qu'on sort de cette fonction, cette variable est détruite, elle n'existe pas, d'accord? Et en dehors, elle n'existe pas non plus. En revanche, si j'avais déclaré une variable ici en dehors de toute fonction, ok, on parlerait de variable globale. Okay. Les variables globales sont, dans la mesure du possible, généralement vous pouvez largement vous en passer, à éviter, simplement parce qu'elles sont accessibles partout, que ça peut créer des conflits, ça peut créer des effets de bord. Donc vraiment en programmation, vous entendrez souvent qu'il faut éviter au maximum les variables globales. Bien sûr, comme on va le voir après, si ce sont des constantes, c'est différent, parce que vous allez voir que les constantes ont des valeurs bien précises, mais si ce sont des variables, voilà, des choses qui sont changées de valeur, que vous déclarez globales, généralement si vous faites ça dans un programme, c'est que votre conception n'est pas bonne, il y a peut-être quelque chose à revoir. Voilà, parce qu'on peut s'en passer, on peut transmettre les informations par des fonctions comme on le verra plus tard, donc il n'y a absolument pas d'obligation de passer par des variables globales pour avoir un programme qui fonctionne. Là je précise bien. Donc voilà la petite différence. Autre chose qu'on peut faire également au niveau des déclarations, vous voyez, il y a déjà pas mal de choses, que là on a déclaré une variable telle qu'elle. On peut faire en sorte d'avoir une constante, justement. Une constante, alors c'est pas une variable en réalité, hein, on le dit un peu par abus de langage, on dit variable constante, ce qui n'a pas trop de sens. Une constante, c'est juste une information qui doit être initialisée au départ, évidemment. Donc on va déclarer et initialiser ce qu'on appelle une variable en programmation, mais une fois qu'elle est initialisée, on ne pourra jamais changer sa valeur. Et pour le faire, vous rajoutez simplement le mot-clé const, c'est pour ça qu'il fait partie des mots-clés, des mots réservés du langage, au début de votre déclaration. D'accord? Vous mettez const int, et là, cette variable, initialisée à 0, alors du coup, elle n'a plus de sens par rapport à ça, va plus vraiment être utilisable, parce que ça veut dire que cette variable contient la valeur 0, et cette valeur ne pourra jamais changer. Même chose, il y a une convention concernant les constantes, c'est pas obligatoire, encore une fois, c'est une convention, pas une norme, d'écrire cela en majuscule, par exemple comme ceci. Ça indique en fait, vous voyez, visuellement, un développeur quand il voit ça, il se dit ah, si c'est écrit en majuscule, c'est sûrement une constante ou une macro, donc ça, voilà, c'est assez similaire à une constante sur certains points. Donc on comprend tout de suite à quoi on a affaire en termes de données. Généralement, marqué en majuscule, on sait que c'est pas une valeur qui va être modifiée et modifiable. Donc à vous de voir par rapport à ça. Donc là, ça pourrait être par exemple, je sais pas moi, pour la valeur de pi. Pi, on sait que c'est une constante. Voilà, si on prend son arrondi, 3,14, donc je mets en flottant, un petit f à la fin, c'est important le suffixe. Et voilà, on sait bien que cette valeur normalement n'est pas censée changer si on prend la valeur arrondie. Comme ça, on peut utiliser la valeur de pi pour faire des calculs d'air, de volume, ce genre de choses. Pourquoi pas? On peut travailler avec, plutôt d'ailleurs d'air que de volume. Donc on peut comme ça utiliser nos différentes valeurs. Voilà, donc le type, vous choisissez un nom, vous affectez, si possible, vous initialisez vos variables à la déclaration, c'est mieux de le faire, voilà, de préférence. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ces différentes données. Et vous voyez que vous pouvez soit déclarer ça constant, donc à ce moment-là, il faut le faire tel quel. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié le petit const au début, sinon c'était pas une constante. Donc cette fois-ci, c'est bon. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut déclarer ça statique, voilà, éventuellement. Donc si c'est déclaré statique, au niveau global, c'est qu'on aura en fait la variable qui sera accessible au niveau du fichier. Ok, donc c'est peut-être moins utile, mais pourquoi pas. Enfin, soit on fait les constantes statiques. Et si c'est fait dans une portée locale, comme ici dans une fonction, ça veut simplement dire que cette valeur que cette variable ne va pas être initialisée à chaque fois qu'on irait éventuellement accéder, donc appeler, comme on le verra plus tard, cette fonction. Plus tard, quand vous allez travailler avec des fonctions, vous pourrez y déclarer des variables, et forcément, à chaque fois que la fonction va être appelée, la variable va être déclarée et initialisée. Ici, en la déclarant statique, ça va être fait une seule et unique fois. Donc cette valeur ne va pas en fait être réinitialisée à chaque fois. Mais pareil, quand on abordera les fonctions, on verra ça un peu plus en détail. Là, pour le moment, c'est pas forcément très parlant pour vous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez déclarer des variables qui auront des valeurs modifiables. Vous pouvez déclarer constante. À ce moment-là, la valeur n'est plus modifiable une fois initialisée. Et vous pouvez déclarer ça statique, c'est-à-dire que c'est initialisé qu'une seule et unique fois. Ici, même s'il y a d'éventuels plusieurs appels, en tout cas, de votre fonction. Alors comment ça se passe? Parce que là, on avait fait ça, je vais remettre user age, ceci. Ce qu'on a vu pour déclaration, initialisation, très bien, on a bien compris les différents types qu'il y a. Ce qu'on peut faire aussi,
c'est un peu plus récent, on va dire, sur le langage, pour faciliter le typage, on va dire, au niveau du compilateur, et surtout pour éviter certaines conversions implicites. Vous pouvez laisser le type être déduit par le compilateur en utilisant un mot-clé que les développeurs C++ parmi vous vont reconnaître qui est auto. Alors attention, il n'est peut-être pas forcément toujours pris. Normalement, bon, si vous avez votre compilateur à jour, ça devrait aller. Mais vous pouvez utiliser ce mot-clé-là. Et ensuite, c'est le compilateur qui va déduire le type en fonction de ce qu'il a. Il va analyser le code et voir quel est le type qui est adéquat pour, par exemple, éviter certaines conversions supplémentaires un peu coûteuses, voilà, qui ne seraient pas forcément utiles d'ailleurs pour l'usage que vous avez. Ce qu'on peut faire aussi, on peut très bien avoir quelque chose comme ça, et déclarer par exemple autre chose en indiquant de quel type je le veux par rapport à un autre. C'est-à-dire que là, user age c'est int, je peux très bien dire, voilà, tu prends ce type là, donc du type de user age, tu me déclares autre chose, voilà, other age, et tu mets par exemple, on va mettre 163 ans, voilà, c'est quelqu'un avec un âge avancé, et comme ça, bah pareil, c'est le compilateur qui va déduire, il va chercher quel est le type de user age et l'appliquer. Et d'ailleurs, bon, si on faisait un auto, bon, bah, il appliquerait autre chose. Donc ça, des petites syntaxes qu'on peut retrouver aussi au niveau du langage C, qui viennent du C++, hein, elles étaient en C++, hein, ces différents mots-clés sont arrivés bien sûr un peu plus tard au niveau du C. Mais si vous êtes sur les derniers standards, ce sera pris en charge. Et si c'est pas le cas, bah, de toute façon, ça viendra après. Parce que comme je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément prises en charge, que notamment la norme actuelle du C, qui est là, au moment où en tout cas je vous parle, qui est la C23, tout n'est pas forcément pris en charge par les derniers compilateurs. Il faut le temps que ce soit mis en place. Il y a de nouvelles choses qui vont sortir, donc, et même pour les normes futures, et c'est un peu toujours pareil. Tout n'est pas forcément disponible. Mais le but, bah, c'est de vous faire un cours justement avec les normes actuelles. Voilà, sur ce point concernant un petit peu ces données-là. Passons maintenant qu'on a vu comment déclarer, initialiser des variables, comment les modifier. Alors, je ne vous montrerai pas l'affichage, parce qu'on va avoir une vidéo dédiée sur ce qui concerne l'affichage, parce que faire de l'affichage en C, c'est un poil plus, on va dire, contraignant qu'un langage comme Python, par exemple. Il y a des petites choses, des petites particularités en tout cas à voir. Mais on peut effectuer de la modification, donc ça on peut le voir. Donc à tout moment, puisque c'est le principe d'une variable, si je veux modifier cette valeur, donc imaginons, bon, à un moment donné ici je l'affiche, d'accord, affiche user age quelque part, on aurait donc l'affichage de la valeur, comme on le verra plus tard, ne vous inquiétez pas, et je peux modifier cette valeur par la suite. Alors pour modifier, on ne redéclare pas la variable, juste vous utilisez son nom, c'est à ça qu'il sert, d'où le principe d'avoir ça comme identificateur, et vous refaites une nouvelle affectation. Voilà, donc cette fois-ci, voilà, la personne est passée de 45 ans à 133 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour elle, mais en tout cas, voilà, ça marche. Et là, bien sûr, si plus tard on l'affiche, eh bien on verra que la valeur a changé. Donc une modification, c'est juste ça. Vous utilisez l'identificateur de la variable, vous réaffectez une nouvelle valeur. Et bien sûr, si on avait fait ça, eh bien ceci entraînerait une erreur, ça ne marcherait pas. D'accord. D'ailleurs, en fait, je vais me faire ça. Hop. Je vais faire ça comme ça. On va quand même compiler un petit truc. On va pas forcément beaucoup compiler ici. Read only, c'est normal, c'est un avertissement. Par contre, oui, c'est ça, voilà. Donc ça c'est normal parce que il voit que j'utilise pas la variable, donc c'est juste un avertissement qui n'empêche pas la compilation. Par contre, vous voyez que la erreur, parce qu'effectivement, j'essaye d'assigner une valeur à une variable qui est en lecture seule, donc c'est ce qu'on appelle ici une constante. Voilà, on ne peut pas modifier sa valeur une fois qu'elle a été initialisée. Donc vous voyez, vous avez ces petites garanties là. Donc ça, utiliser au maximum. Si vous savez qu'une donnée ne doit pas changer de valeur, on le verra que pour les chaînes de caractères, on va souvent utiliser ce mot-clé là. Utilisez-le systématiquement. Si la valeur n'est pas censée être changée, pour avoir des données dites immuables. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont créées, on ne les change pas parce qu'elles ne sont pas faites, elles ne sont pas censées être modifiées ou changer de valeur. Donc il faut prendre en compte un petit peu tout ça. Voilà, on a vu pour la déclaration, l'initialisation, la modification. On verra, comme je vous disais plus tard, concernant l'affichage. On va parler des conversions, puisque vous avez dit qu'au niveau du langage, il y avait des conversions possibles. On l'a vu un petit peu. Donc on a les deux types, conversions qui sont évidemment explicites ou conversions implicites. Voici un exemple de conversion explicite très simple. Je crée par exemple une valeur. Je vais reprendre ce que j'avais fait tout à l'heure, par exemple. Je fais quelque chose comme ça. Voilà, ma valeur de tout à l'heure de... Non, pas ça, mais de pi ici arrondi. Ok. Et je peux très bien dire, voilà, ce serait pas très correct, mais c'est pas grave. Donc, une autre valeur. Donc, la valeur va être tronquée. Et ici, je peux faire une conversion explicite, donc ce qu'on appelle en anglais un cast, en indiquant entre parenthèses le type. Donc je fais ma conversion. Donc là, je dis, tu transformes en entier, par exemple ici, la valeur de pi. Alors il pourrait éventuellement faire des conversions implicites ici,
Moi, je vous l'indique tel quel. Parfois, ce sera au niveau de l'affichage. On va le voir hein, quand on va aborder l'affichage. Vous verrez qu'on utilisera parfois ça. Parce qu'il y a par exemple lors de l'affichage des spécificateurs de conversion qui sont nécessaires. Et certains types de données, notamment ceux qui sont un peu plus récents, n'ont pas forcément de spécificateurs de conversion qui leur sont associés. Donc on devra par exemple convertir parfois un type vers un autre pour faire de l'affichage de l'information qu'on aura tout simplement. Donc on aura l'occasion hein, de voir ça en pratique précisément, ce type de conversion-là. Donc vous retrouverez généralement cette syntaxe, hein, tout simplement, qui font des conversions explicites. Sinon, conversion implicite, même si je ne vais pas aller trop loin parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui est opérateur et calcul, ce serait par exemple d'avoir quelque chose comme ça. Donc par exemple d'avoir un premier nombre, voilà, qui est en double, d'avoir un nombre en entier, ok, vous avez juste ça, voilà. Et dans certains langages, comme je vous ai dit, qui ont un typage qui est strict, vous ne pourriez pas faire la somme de ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas possible. Vous ne pourriez pas. Donc si je veux faire quelque chose comme ça, beaucoup de langages diraient bah non, puisqu'en fait les données ne sont pas du même type. Et moi je veux absolument des opérandes du même type par rapport à ça. Ici le C estimera qu'il est capable de faire ce calcul au niveau de la compilation, donc eh bien, il vous fera ce calcul, voilà, en bas simplement ça faisant une conversion implicite de cet entier par exemple vers un type double. Donc ça deviendrait quelque chose voilà, comme ça. Généralement bon, c'est une précision de 6 par défaut, donc on aurait voilà, quelque chose comme ça. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on aurait ce calcul-là. Et comme il fait cette conversion implicite, là les données deviennent identiques, donc le calcul est possible. Mais dans tous les cas, il fera un calcul avec des opérants du même type. Pour ça, il ne va pas se dire, bah non, c'est un entier, encore une fois, je l'additionne avec un type double. Il va faire une conversion préalable, que vous ne verrez pas, qui sera transparente, et ensuite il fera le calcul et il stockera de toute façon ça dans une variable de type double, donc on aura bien ce qu'il faut. Mais on verra au niveau de l'affichage hein, comment ça rend pour que vous voyez un petit peu précisément au rendu, hein, au niveau de l'exécution, ce que ça produit. Donc ça c'est important, voilà, concernant les conversions, explicite, implicite, donc bien sûr on évite au maximum, hein, quand on peut éviter d'en faire, on essaie d'avoir les bons types dès le départ, mais vous verrez que des fois il peut y avoir certains cas où on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire des conversions de type, donc sachez que vous pouvez le faire de cette manière-là. On va terminer cette vidéo, cet épisode, avec pas mal de notations. On en a vu en partie, hein, notamment tout ce qui était suffixe. Je vous les ai montré ici, parce que pareil, il y avait beaucoup de choses où j'avais indiqué qu'il était recommandé, après une valeur, d'indiquer son suffixe. Ça permet comme ça d'assurer que vous avez bien choisi le bon type, etc. Donc on retrouve beaucoup de choses. Et on va parler aussi des préfixes, parce qu'il y a pas mal de préfixes aussi au niveau du langage qui sont à connaître. Et on va voir aussi au niveau des formats. Vous savez, le formatage un petit peu des données, précisément, même si on verra de toute façon certains plus tard. Au niveau des caractères, bon, ok, je fais quelque chose comme ça, on avait vu les apostrophes, très bien, bon, on a bien compris comment que ça se passait. Au niveau de la chaîne de caractères, on verra plus tard hein, comment ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs manières. Voilà, on notera plutôt avec des doubles guillemets, mais on aura de toute façon une vidéo dédiée sur ça, parce que vous voyez qu'il y a plein de petites choses qui apparaissent, donc il y a des notations un peu particulières, voire même quelque chose comme ça. Bref, on verra tout ça plus tard, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il y a pas mal de particularités aussi. Pour les nombres, bon, on l'a vu aussi, hein, si par exemple vous voulez déclarer, vous voyez, une variable de type longue, il est recommandé de mettre ce suffixe-là. Donc bien sûr, si vous mettez ceci, on peut mettre un grand nombre, un petit L à la fin, ou hop, et comme ça vous avez le bon suffixe et on sait que vous avez ce type-là. Bref, ça c'est des choses qu'on a vues, je vais pas revenir dessus, ce que je vous ai montré avec le tableau. Il suffit de faire, de tester, vous compilez, vous verrez si ça marche ou pas, et si vous avez bien suivi ce qui a été dit. Ce qu'on peut noter aussi, c'est avoir des différentes notations au niveau de certaines valeurs. On pourrait très bien, par exemple, noter des valeurs binaires ou des valeurs exa, etc. Donc, si je veux noter une valeur binaire, je vais noter avec un préfixe 0b devant. Et là, après, je peux noter, vous voyez, ma valeur ici. Et je peux la stocker telle qu'elle. Si c'est une valeur octale, vous la faites précéder d'un 0. Donc, si je veux un 755, je fais ceci. Et ça va être considéré en C comme une valeur octale. Et si c'est une valeur hexadécimale, c'est 0x. Alors, le x minuscule, majuscule, peu importe. Et là, évidemment, vous pouvez mettre en minuscule, en majuscule d'ailleurs les lettres derrière, et noter une valeur hexadécimale, donc qui sera prise en compte aussi par le langage. Voilà, bien important d'avoir ça en considération, en tout cas pour la suite. Petit suffixe, donc j'ai pas forcément montré, puisque c'est un cas particulier, c'est pour la notation scientifique. Voilà, si on veut avoir une notation scientifique, par ailleurs, je vais toujours le mettre là de toute façon, on peut noter par exemple quelque chose comme ceci, donc 1,26, et ensuite à la puissance quelque chose. Vous voyez, vous utilisez le petit e ou un e majuscule, et bien sûr, valeur positive, négative ici pour la puissance. Ça fonctionnerait tel quel. Donc pour écrire des puissances, il faut l'écrire de cette manière, et ça fonctionne très bien aussi. Je dis ça parce que certains langages, ça peut être ça. Donc voilà, c'est pas forcément tout pareil, ou alors ça, il y a plusieurs possibilités, mais au niveau du C, voilà un petit peu comment que ça se passe.
Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme notation rapidement, sachant que de toute façon après si on en a besoin on les verra, hein. On verra précisément ce qu'il en est, mais c'est pour voir très rapidement, parce que ce sont des types particuliers, hein. Je vous avais dit, voilà, ces types-là notamment, qui sont des types un peu particuliers aussi au niveau du langage, mais c'est bien quand même de le voir. Quand on manipulera, par exemple, ce type-là, voilà, quelque chose, je ne vous mets pas forcément la donnée, alors, je ne vais pas forcément noter là, parce qu'encore une fois, ça fait appel aux chaînes de caractères, et on n'a pas encore vu ça à ce stade. Donc je vais juste vous le noter tel quel. Alors c'est important, c'est parce qu'il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas encore vues, donc je ne veux pas vous embrouiller. Mais dans ce type-là, qui d'ailleurs doit intégrer, doit permettre l'inclusion d'une en-tête, hein, pour être pris en compte, mais on le verra par la suite, à une notation, parce qu'on parle de chaîne ou de caractère dit large, et pour cela on va utiliser un L. Donc on va faire par exemple quelque chose comme ça, et vous retrouverez notamment ce préfixe, souvent qui précède finalement la valeur qu'on veut noter, ou alors par exemple quelque chose comme ça. Voilà, pareil. Donc je vous dis, si un jour vous voyez cette notation, bah, vous saurez qu'en fait voilà, il s'agit de ça. C'est une notation un petit peu particulière pour ça. Ensuite pour les fameux types, hein, pour UTF-8, UTF-16, UTF-32, hein, selon, donc le fameux genre celui-ci, le pareil en 16 et en 32. Voilà, 16 et 32. Je vais aller assez vite parce qu'encore une fois, c'est des petites notations rapides. Pareil, ils ont chacun leur système en fonction. Donc lui, c'est précédé par U8, voilà, pour indiquer que c'est bien ce type-là. Donc encore une fois, quelque chose comme ça, ou alors U8. Et ensuite, vous mettez ceci. Voilà. Et pour les autres, lui, c'est juste un U minuscule, parce qu'il arrive avant en fait, hein. Lui est arrivé plus tard, en 8. Donc un U minuscule et lui un U majuscule sous cette forme-là. Je le dis parce que comme évidemment on va manipuler de plus en plus de l'Unicode, hein, ça vous permet par exemple, on verra par la suite, d'afficher des emojis, d'afficher tout ce qui concerne les Unicode, donc tous les caractères du monde, hein, arabe, idéogramme chinois, tout ce qu'on veut, les sinogrammes, etc. Tout peut être écrit. Donc évidemment, il est fort possible que vous voyez un jour ce genre de syntaxe, donc c'est bien que vous sachiez un petit peu à quoi correspondent ces préfixes-là. Donc c'est généralement rattaché à certains types de données. Donc comme ça, vous savez. Alors il y a d'autres choses aussi, mais ça qu'on pourra voir, mais on a bien compris un petit peu de quoi il s'agissait. Et je pense que ça va être tout concernant un petit peu les formats, les notations. Le but de cette vidéo, de toute façon, c'était de vous présenter les variables, ce concept-là. Parce qu'encore une fois, chaque cours, hein, part du principe que c'est le premier langage que vous étudiez, donc votre première découverte, on va dire, de la programmation, hein. Je pars jamais du principe que vous avez déjà vu d'autres choses avant. Donc pour ceux qui voient plein de langages, forcément, il y a quelques répétitions sur certaines explications, parce que les choses sont ce qu'elles sont, hein. Ce sont des concepts qui sont identiques d'un langage à l'autre. Après, ce qui va surtout changer, c'est les fonctionnalités ou la syntaxe, bien sûr, d'un langage, entre un langage et un autre. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu comment déclarer ça, comment travailler avec ça. Donc vous avez vu un petit peu comment ça se passe au niveau du C1 concernant le typage. Choisir un type, ensuite déclarer la donnée. Et encore une fois, faites attention. Alors faites attention, bon, surtout sur des systèmes embarqués où vous n'avez pas trop de mémoire. Mais surtout, bon, de bien choisir pour le reste les bons types en fonction de ce que vous voulez ici. Et après, comme je vous dis, quand par exemple vous venez un nombre entier, bon, à moins d'avoir des valeurs qui peuvent être dépassées selon la taille maximale qu'elles peuvent accepter, bien vous prenez voilà, les valeurs qu'il faut. Donc, je vous avais dit, hein, généralement pour les entiers, c'est beaucoup ça. Ou ça, c'est vraiment des valeurs plus grandes que 4 milliards. Et après, on peut travailler sur d'autres valeurs ici. Voilà, donc, mais on va de toute façon être amené à réutiliser ça. Donc pareil, hein, on le voit forcément au début, parce qu'il faut voir un peu comment fonctionnent les types de données au niveau du langage, voir comment créer des variables et travailler avec. Mais tout ça vont être des notions, des concepts qui vont être réutilisés tout le temps, au fur et à mesure, dans les prochaines vidéos. Donc on va avoir l'occasion de mettre ça en pratique sans problème. Pour terminer cet épisode, parce qu'après on va jouer au lycée là, quelques exemples de code pris directement du noyau Linux. Je vous avais dit que c'était l'application qu'on allait utiliser comme référence pour cette playlist. Donc vous allez voir comme ça quelques déclarations de variables ou même initialisation directement dans le code source du noyau Linux. Voilà. Donc si vous utilisez un système GNU Linux, eh bien ça fait partie de son code source et voici des petits exemples très simples. Donc vous voyez, normalement à ce stade, si vous avez bien suivi le cours, vous êtes capable de comprendre ce code. Vous savez, notamment cette partie-là, voilà, ces quatre-là. Alors, pas l'astérisque ici, on n'en a pas encore parlé, mais vous voyez en tout cas à quoi ça fait référence. Là pareil, on a une déclaration de variable visiblement avec un moins, et ça logiquement, si vous avez compris la convention, quand c'est marqué en majuscule, c'est une constante ou une macro, bref, donc ça me permet normalement d'identifier quelque chose. Ça peut être une énumération aussi, comme on le verra plus tard, hein, il peut y avoir éventuellement ça, mais on l'abordera pareil dans une vidéo dédiée, donc pas de problème. Donc la déclaration de variable, voilà, sans initialisation, pareil ici, avec le fameux type sizeT que j'avais présenté rapidement, qui je crois doit être ici, normalement j'avais dû noter, voilà, qu'on va utiliser pas mal aussi, hein, dans ce qu'on va voir plus tard. Et ici, une variable
visiblement pour stocker une erreur qui est initialisée à 0. Donc ça par contre, voilà petit point, vous remarquerez que les variables ne sont pas forcément très explicites. Vous voyez, si là on doit expliquer ce que contient chaque variable, c'est vrai que c'est pas très clair. C'est vrai que ça c'est un petit peu le problème pour ceux qui viennent consulter un peu le code source de Linux du noyau, c'est que vous verrez, bon déjà le code évidemment ne date pas d'hier, voilà, ça a été maintenu par plein de personnes et depuis quand même énormément d'années. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup ce côté un petit peu historique des noms de variables qui sont très courts, donc ça, bon, ELRR, on peut se dire, ok, c'est pour un code d'erreur, très bien. Left, bon, c'est bien. Gauche de quoi? Après, on peut voir ça, bon, ouais, processus, peut-être, ouais, ok. Voilà. Out, ok, bon, peut-être pour la sortie, donc le nettoyage ou autre. Voilà, vous voyez que les noms sont pas très explicites, donc je voulais vous montrer ça aussi pour vous dire, parce que c'est important. On n'est plus sur des langages de programmation où les noms de variables sont limités. Il y a des langages, c'était le cas, on ne pouvait pas nommer des variables avec des noms par exemple longs comme ça ne marchait pas. Et aussi, on avait parfois des machines où, en termes de mémoire, on n'avait pas énormément de capacité de mémoire, donc il fallait limiter les choses. Ici, n'ayez pas peur, je le dis parce que je le vois trop souvent malheureusement tout l'inverse, n'ayez pas peur de mettre des noms de variables, voilà, si un peu à rallonge, qui précisent exactement ce que vous allez mémoriser comme information. Il n'y a aucun problème, d'accord? Si vous voulez mettre ça. Voilà. Ça sera toujours plus explicite, ça va, comme je disais aussi, auto-documenter le code. Ça vous évitera par exemple de faire ceci, voilà, quelque chose comme ça, et puis de faire ça. Voilà. H de l'utilisateur, pire chose. Voilà, c'est une documentation franchement qui alourdit le code pour rien. Alors que vous pourriez simplement faire ceci, et là c'est bon. Pas besoin de documenter cette partie, on sait à quoi ça correspond. Voilà. On peut faire des noms comme ça. Donc n'ayez pas peur d'avoir une variable qui porte 3-4 mots, ça qui sont collés, pour décrire précisément ce qu'elle contient. Au contraire, plus vous allez faire ce genre de choses, moins vous aurez de documentation à écrire pour des fois de simples variables, parce que ce sera suffisamment explicite. Et même vous, au niveau de la programmation, quand vous allez coder, c'est beaucoup plus confortable quand vous codez, de savoir un petit peu ce que vous manipulez. Si vos noms de variables c'est A, B, C, D, E, ça va pas beaucoup vous aider. On verra qu'il y a des exceptions, pour I, J, K, qui servent notamment pour faire des compteurs dans des boucles, on le verra plus tard, mais ce sont des exceptions précises. Mais sinon, bien sûr, voilà, des variables qui ont 2 lettres, 3 lettres, bon, on évite, ou alors vraiment on sait ce qu'on fait, ou on sait sur un petit bout de code. Comme je disais pour R, voilà, pour error, bon là, éventuellement c'est pas problématique, mais c'est vrai que là, on a souvent des noms pas très explicites qui mériteraient ou les fameux data qu'on retrouve très souvent, voilà, appeler une variable data, c'est vrai que c'est pas très pratique non plus. Bref, donc écoutez, vous avez quelques petits exemples ici. Un autre exemple, voilà, de déclaration, alors ça, bon, les structures, c'est un cas particulier, mais ça fait partie, voilà, d'un certain type. Je sais pas si je voulais noter, si je voulais noter en bas dans le tableau, c'est ça, voilà. Donc il y avait d'autres types, notamment les structures qu'on verra plus tard. Donc ça en fait partie. Donc vous verrez ça de toute façon dans une vidéo dédiée. Mais vous voyez que pareil, hein, donc visiblement valeur de retour, donc qui initialise à 0, un pointeur qu'on verra plus tard vers un type, donc structure qui est déclarée, donc initialisé à nul, pareil, c'est une valeur un peu particulière qu'on verra, etc. À nouveau size voilà, qu'on retrouve d'ailleurs ici dans ce qu'on verra les fonctions, donc les statiques aussi, c'est pas utilisable que pour les variables, mais c'est des choses qu'on verra plus tard. Bref, on voit comme ça certaines choses. Je ne l'ai pas dit non plus, c'est vrai, parce que bon, c'est aussi logique. On peut, une variable, on peut affecter bien sûr une valeur. D'accord. On pourrait par exemple affecter ceci. On peut affecter bien sûr une autre variable, puisque ça contient quelque chose. Donc je peux très bien faire ça et dire cn. Et d'ailleurs, on fera des calculs plus tard. Mais comme on va voir les opérateurs par la suite, on verra à ce moment-là. Donc je tenais à vous le dire plus tard, mais je peux voilà, vous faire la petite, le petit, comment dire, la petite bande-annonce en avance pour vous indiquer que vous pouvez bien sûr faire ça. Et aussi avoir un appel à une fonction, mais ça on le verra plus tard quand on abordera les fonctions. C'est notamment ce qui est fait ici. Vous voyez, on affecte en fait un appel à une fonction comme on a vu avec puts jusqu'à présent. Parce que c'est la seule fonction qu'on a abordée dans le cours jusque-là. Donc on verra toutes ces petites choses-là, bien évidemment. On va voir un peu ce qu'on peut affecter. Là, pareil, visiblement, on a fait quelque chose de particulier avec une syntaxe que vous ne connaissez pas encore, mais vous le connaîtrez dans pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je crois que j'avais d'autres exemples. J'en ai 5. Donc on a ça aussi. Donc c'est un cas particulier pour des chaînes notamment, chaînes de caractères aussi, qui vous voyez comme est constante. Donc on va pas changer. D'ailleurs, bon, visiblement le développeur ici avait passé une mauvaise journée. C'est lui qui a écrit ça. Je suis content d'être tombé là-dessus par hasard, d'avoir trouvé ça, c'est rigolo. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a plein de cas particuliers au niveau des structures qui sont déclarées, donc c'est pareil, hein. Il y a plein de petites parties de syntaxe que vous ne connaissez pas à ce stade, mais c'est normal, on le verra par la suite. Mais sachez qu'à terme, voilà, il est sûr qu'à la fin de ce cours, tout ce code, vous le comprendrez. Je
dis pas que vous saurez forcément ce qu'il fait précisément, mais vous comprendrez sa syntaxe. Vous saurez ce que sont ces mots-clés, ce que ça fait ça, la déclaration, pourquoi c'est noté comme ça, etc., ces appels-là. Bref, tout ça, vous le comprendrez. Les accolades, le do, le int, le if, etc. Les flèches partout, là. Vous saurez précisément à quoi ça correspond au niveau de la syntaxe du langage. Et peut-être même d'ailleurs, vous saurez tout court ce que fait le programme. Donc c'est le but, encore une fois, de l'application de référence que je prends pour le coup. C'est que vous puissiez voir votre progression, comment vous évoluez un petit peu au niveau des vidéos, des épisodes, et vous puissiez constater un petit peu bien des choses que vous avez appris, que vous avez surtout acquises. On termine, donc là pareil, on a un cas particulier, on a plein de choses qui sont stockées, mais ici sur plusieurs lignes, mais c'est la même chose, voilà, on peut stocker du texte, etc. Donc comme on le verra par la suite, et je crois que c'était tout, voilà, pour terminer un petit peu ces différents exemples de code. Comme ça, vous avez voilà, une bonne idée un petit peu de ce qui peut se faire dans des vrais projets. Au niveau des variables, même si on va encore une fois avoir l'occasion de l'utiliser beaucoup, parce que ça va vous suivre, donc c'est comme tout. Chaque vidéo est faite de manière progressive, parce que tout ce que vous voyez avant vous sert plus tard, donc attention de bien de pas aller trop vite et de bien prendre ça en considération, de prendre des notes si besoin, de revoir certaines vidéos si tout n'est pas clair. Et surtout, ce que je le vois souvent, n'hésitez pas à poser des questions. Parce qu'il y a des fois des gens, ils mettent en commentaire, j'ai pas compris ça, ou ça c'était pas clair, tout ça, mais ils posent pas de questions. Donc si les gens posent pas de questions, évidemment, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas comprendre pour autant. Donc je suis là pour ça. Peut-être que d'autres personnes sur YouTube ne répondent pas aux commentaires. Mais pour ceux qui me découvrent récemment, sachez que je le fais. Je réponds à tous les messages et ce depuis plus de 10 ans. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou d'éclaircissement. Parce que tout n'est pas forcément clair de la même manière chez tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter surtout à demander des explications si besoin. Moi je vous dis à bientôt pour la suite. Pour le prochain épisode, on va aborder les deux parties importantes surtout dans ce langage que c'est assez particulier, concernant l'affichage de texte, même si on va pas tout voir toutes les fonctions qui le permettent, mais juste ce qu'il nous faut en fait, ne serait-ce que pour afficher les valeurs de nos variables, voilà, pour qu'on puisse afficher par exemple cette valeur dans le terminal, ce serait bien. Donc voir un peu comment faire ça au niveau du langage C. On aura une vidéo également, un épisode sur la lecture, lire des données depuis le clavier de l'utilisateur. Il y a beaucoup de particularités à voir au niveau du langage. Même chose, on verra pas absolument tout, mais juste au moins le nécessaire par rapport à ce qu'on a besoin pour le cours, voilà ce qui va vous servir pour les différents épisodes. Et après, on passera à d'autres concepts de programmation, comme les conditions, les boucles, etc. On va poursuivre un petit peu tout ça, et jusqu'à tout un tas d'autres notions aussi. Donc il y a encore pas mal de choses à voir, mine de rien, même si c'est pas un des langages qui a le plus de notions. C'est pas Java, il n'y a pas 75 vidéos pour faire le tour du langage C, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir, et surtout avec ce qui a été apporté avec les dernières normes. Donc c'est bien de voir tout ça en détail. Je vous dis à bientôt, puis on se retrouve pour la suite avec un prochain épisode.